Beaucoup croient que l'action ne devrait commencer que lorsque l'on est prêt, que l'on ne devrait agir que lorsque l'on se sentirait énergisé ou au bon moment. Mais c'est une illusion. La vérité est que si vous restez assis à attendre d'avoir envie d'agir, vous ne commencerez jamais. Carl Jung, le maître de la psychanalyse, ne nous a pas appris à attendre l'émotion idéale. Au contraire, il a souligné que l'homme moderne est mu par des couches inconscientes profondes dont il n'a pas conscience. Nous pensons faire des choix libres, mais en réalité, nous sommes entraînés par la peur, par l'ombre que nous évitons. Et lorsque nous cessons d'agir, nous ne nous reposons pas, nous nous rendons. Agir chaque jour, surtout en l'absence de motivation, n'est pas seulement une petite victoire. C'est une grande confrontation entre la partie de vous qui cherche à évoluer et celle qui veut fuir d'elle-même. La vérité est que la motivation ne crée pas l'action. L'action éveille la motivation. Et chaque pas que vous faites vers ce qui est juste est un pas vers la reprise du contrôle de votre vie sur l'inconscient. Alors, qu'est-ce qui vous empêche réellement d'avancer chaque jour? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi se forcer à agir quotidiennement n'est pas un acte de discipline aveugle, mais un rituel intérieur menant à l'intégration du conscient et de l'inconscience que Carl Jung appelait l'individuation. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous aider à repenser chaque moment où vous avez abandonné, non pas avec blâme, mais avec les yeux de quelqu'un qui s'éveille. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. 1. La procrastination. L'ombre dans nos esprits. Il y a un ennemi silencieux auquel la plupart d'entre nous font face chaque jour. Il n'est ni bruyant, ni violent, et ne crie jamais pour annoncer sa présence. Au contraire, il parle d'une voix douce. C'est bon, demain fera l'affaire. Fais-le plus tard, ce n'est pas le bon moment. Tu dois te sentir plus près d'abord. Nous l'appelons couramment par un nom familier, la procrastination. Mais du point de vue de Carl Jung, la procrastination n'est pas simplement une mauvaise habitude ou une paresse superficielle. C'est la manifestation subtile d'une entité psychologique plus profonde, l'ombre, la partie rejetée de notre inconscient. Jung croyait que l'ombre ne contient pas seulement des désirs pécheurs ou des instincts primaires, mais englobe toutes les parties de nous-mêmes que nous n'osons pas affronter la faiblesse, la peur de l'échec. Sentiment d'insuffisance, l'envie et la lâcheté. Lorsque nous procrastinons, ce n'est pas parce que nous ne savons pas quoi faire, mais parce que l'ombre nous chuchote à l'oreille. Si tu agis, tu pourrais échouer. Si tu avances, les autres te jugeront. Et pour protéger l'ego de la douleur de la vérité, nous écoutons ce chuchotement. Imaginez un étudiant ayant un essai important à écrire. Il sait qu'il doit commencer, mais, à la place, il ouvre YouTube, fait défiler son téléphone, grignotant des bribes d'informations insignifiantes. En surface, il se repose, mais à l'intérieur, son ombre est aux commandes. La peur que son essai ne soit pas assez bon, que ses efforts soient moqués, que l'échec expose l'insuffisance qu'il essaie de cacher. La procrastination devient le déguisement parfait. Tant qu'il n'a pas commencé l'échec, ne peut pas se produire. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Lorsque nous ne reconnaissons pas la procrastination comme l'ombre, nous la confondons avec la personnalité, la destinée ou même le confort. Nous trouvons des excuses.
Je suis quelqu'un qui travaille mieux à la dernière minute. J'ai besoin de pression pour être créatif. Je suis le genre de personne qui vit par l'inspiration. En vérité, nous ne créons rien. Nous laissons l'obscurité décider pour nous, et ainsi, jour après jour, nous perdons le contrôle, tandis que l'inconscient façonne tranquillement nos vies. La procrastination est comme une pièce sombre, sans horloge. Vous y entrez pour vous reposer un instant, et quand vous en sortez, tout un après-midi s'est écoulé. Certains en ressortent après quelques heures, d'autres, après des jours, voire des années, pour se rendre compte qu'ils ont perdu leur jeunesse, leurs rêves. À un niveau plus profond, la procrastination est une trahison répétée de soi-même. Chaque fois que nous promettons d'agir, mais ne le faisons pas, nous n'échouons pas seulement à la tâche. Nous entraînons notre inconscient à croire que nos paroles n'ont aucune valeur. Progressivement, nous perdons confiance en nous. C'est pourquoi les procrastinateurs chroniques vivent souvent avec la culpabilité et le dégoût de soi-même s'ils semblent détendus à l'extérieur. Une perspective unique de la psychologie moderne révèle que la procrastination n'est pas toujours due à un manque de motivation, mais à un mécanisme pour éviter les émotions négatives. Lorsque nous pensons à une tâche importante, nous anticipons qu'elle sera difficile, anxiogène ou nous fera sentir impuissants. Alors, nous procrastinons pour éviter ces sentiments, mais ironiquement, la procrastination double l'anxiété. Le temps s'échappe, la pression monte et nous nous piégeons dans une boucle sans fin. Ici, nous voyons un parallèle clair avec la théorie de l'ombre de Jung. Nous évitons d'affronter nos faiblesses, alors nous fuit, mais plus nous fuit, plus l'ombre grandit. L'aspect le plus dangereux est que la procrastination crée une illusion de liberté. Nous pensons choisir de ne pas agir aujourd'hui parce que nous ne sommes pas d'humeur. Nous le ferons demain, quand nous nous sentirons mieux. Mais en réalité, nous sommes contrôlés par l'inconscient. Un esclave inconscient de son esclavage est la forme de captivité la plus terrifiante. Jung appelait cela l'identification à l'ombre. Lorsque nous ne faisons plus la distinction entre notre ego et l'ombre, laissant l'ombre nous définir, si vous faites attention, vous remarquerez que la procrastination s'accroche aux tâches les plus significatives. Peu de gens procrastinent pour manger ou faire défiler les réseaux sociaux. Les gens procrastinent pour écrire un livre, démarrer un projet, faire de l'exercice ou affronter un être cher pour résoudre un conflit. Pourquoi ? Parce que ces tâches touchent aux couches les plus profondes de la croissance et du changement, là où l'ombre est la plus présente. Chaque pas vers notre vérité fait trembler l'ombre, et elle nous tire immédiatement en arrière avec la procrastination. Certains rêvent de démarrer une entreprise, mais année après année, ils ne font que parler d'idées sans jamais commencer. Ils se disent qu'ils n'ont pas assez de capital, qu'ils manquent de compétences, ou n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Ces raisons semblent rationnelles, mais à leurs racines se trouve la peur de l'échec et de l'humiliation. Une partie de l'ombre qu'ils ne veulent pas toucher. Pendant ce temps, le temps passe. Les rêves se fanent et ils appellent cela le destin. C'est précisément ce contre quoi Jung nous mettait en garde. Lorsque l'inconscient nous contrôle, sans que nous le sachions, nous le confondons avec la destinée. La procrastination peut aussi être vue comme une dépendance subtile. Un alcoolique boit pour échapper à la douleur. Un procrastinateur s'échappe dans le divertissement, l'agitation factice ou les tâches insignifiantes pour éviter les vraies. Et comme toute dépendance, plus nous nous y adonnons, moins nous avons de contrôle. Pire, nous commençons à construire une fausse identité. Je suis quelqu'un qui travaille mieux à la dernière minute. Je suis plus créatif sous pression. Ces étiquettes sont des chaînes invisibles nous liant à l'ombre. Carl Jung ne voyait pas l'ombre comme un ennemi à détruire. Au contraire, il considérait que l'affronter et l'intégrer était la clé de la croissance. Cela signifie que nous ne pouvons pas éliminer la procrastination, mais nous pouvons la reconnaître, la nommer, et ainsi reprendre le contrôle. Chaque fois que vous ressentez l'envie de le faire demain, demandez-vous, est-ce moi ou est-ce l'ombre qui chuchote ? Dans ce moment de prise de conscience,
Vous commencez à tirer l'inconscient vers la lumière. Mais pour allumer cette lumière, vous devez être prêt à endurer l'inconfort initial, la maladresse de commencer à écrire, l'ennui d'ouvrir un livre, la peur du rejet en envoyant un email important. Ce ne sont pas des ennemis, c'est la voix de l'ombre. Et lorsque vous agissez, vous prouvez que l'ombre ne vous contrôle plus. L'action comme porte d'accès à l'inconscient. Et dans ce petit moment où vous osez franchir l'inconfort, une autre porte s'ouvre discrètement. L'action cesse d'être simplement quelque chose à faire et devient un langage pour dialoguer avec l'inconscient. Carl Jung a dit un jour « Toutes les œuvres de l'homme ont leur origine dans la fantaisie créatrice. » Quelle droite avons-nous alors de déprécier l'imagination? L'inconscient ne communique pas par la raison, mais par des symboles, des images vives, des rêves et des impulsions vagues en nous. Lorsque nous pensons et analysons, nous jouons uniquement dans le royaume de la conscience. Mais lorsque nous agissons surtout contre l'habitude de la procrastination, nous créons un symbole vivant. Ce n'est plus une promesse vide ou une intention vague, mais un signal puissant à l'inconscient. Je choisis d'avancer malgré la peur. Imaginez vous réveiller le matin l'esprit rempli de raison, de ne pas faire d'exercice fatigue, manque de temps, pas d'urgence. Mais au lieu de céder, vous enfilez vos chaussures, sortez et faites quelques foulées. En surface, ce n'est qu'un mouvement physique. Mais dans les profondeurs de la psychologie, c'est une déclaration. Cela envoie un message à l'inconscient que votre volonté l'emporte sur les émotions passagères. Et lorsque ce message est répété, il remodèle toute votre relation avec l'ombre. De ce point de vue, l'action ne consiste pas seulement à accomplir des tâches, c'est un rituel psychologique. Dans de nombreuses cultures anciennes, les gens utilisaient des rituels pour franchir des seuils d'une étape de la vie à une autre de l'adolescence à l'âge adulte, du citoyen ordinaire au guerrier du mortel, à celui ayant une mission spirituelle. Chaque rituel exigeait une action, un défi de l'endurance ou un pas concret en avant. Jung croyait que dans le monde moderne, nous avons perdu beaucoup de ces rituels. Mais nous pouvons créer les nôtres non pas par des cérémonies élaborées, mais par des actions cohérentes et persistantes qui surmontent notre résistance intérieure. La psychologie moderne soutient cela. Une étude bien connue sur l'activation comportementale dans la thérapie de la dépression montre que les patients, au lieu d'attendre l'inspiration ou l'énergie, étaient encouragés à entreprendre de petites actions quotidiennes, faire le lit, aller se promener, à appeler un ami. Ces actes simples ont non seulement amélioré l'humeur, mais ont également modifié la façon dont le cerveau traitait les signaux. Cela fait écho à ce que Jung a vu il y a longtemps. L'action n'est pas seulement un résultat, c'est une cause, un langage que l'inconscient comprend et auquel il répond. Voici une vérité fascinante. Lorsque vous agissez, l'inconscient commence à renvoyer de nouveaux symboles, idées, soudain, créativité, connexions que vous n'aviez jamais envisagées. C'est parce que l'inconscient reconnaît votre sérieux, votre engagement au-delà des simples rêveries. Carl Jung croyait que l'inconscient a sa propre intelligence et qu'il ne collabore que lorsque vous prouvez votre engagement par l'action. Inversement, si vous ne faites que penser ou planifier, l'inconscient reste silencieux comme une créature sauvage qui ne fait pas confiance. L'action est la manière dont vous frappez à la porte, construisant patiemment et progressivement la confiance avec ce monde plus profond. Vous avez peut-être déjà vécu un tel moment où une petite action a suscité une nouvelle inspiration ou une perspicacité. Partagez cette expérience dans les commentaires afin que votre histoire puisse devenir un symbole vivant pour les autres. Ce qui surprend beaucoup, c'est que l'action répétée devient un symbole puissant qui restructure l'identité. Au début, vous pensez « j'essaie d'écrire ». Mais après 30 jours d'écriture cohérente, vous commencez à dire « je suis un écrivain ». L'action se transforme d'une tâche externe en une identité interne. C'est l'essence de ce que Jung appelait l'individuation. Chaque petite action est une brique dans la construction du moi authentique, s'élevant au-dessus des déguisements de l'ego et de l'ombre. Fait intéressant, l'action décode également les rêves.
un outil que Jung considérait comme la principale porte d'accès à l'inconscient. Vous pourriez rêver d'être poursuivi ou de vous tenir au bord d'une falaise. Analyser le rêve rationnellement offre une certaine compréhension. Mais en agissant par exemple, en affrontant une tâche que vous craignez dans la vie réelle, vous abordez ce que le rêve symbolise. En faisant face à l'obscurité, l'action devient le pont entre les rêves, les symboles et la réalité. Carl Jung a souligné que le but ultime du voyage spirituel n'est pas d'échapper à la vie quotidienne, mais de transformer la vie quotidienne en un chemin sacré. Et la seule façon d'y parvenir n'est pas par des intentions ou des promesses, mais par l'action des pas réguliers petits et significatifs. Lorsque vous comprenez que l'action est une porte d'accès à l'inconscient, vous verrez la persistance quotidienne différemment. Ce n'est plus une discipline sèche, mais une forme de rituel spirituel personnel. Chaque fois que vous agissez, vous ne travaillez pas seulement. Vous dialoguez avec l'inconscient intégré l'ombre et vous vous rapprochez de votre moi complet. Et à partir de ces petits rituels, un voyage plus grand commence à se dérouler. Le voyage de l'individuation. Est-ce l'action quotidienne comme début du voyage d'individuation? Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de vous-même au sens conventionnel, mais d'un processus visant à devenir entièrement vous-même, n'étant plus lié par l'identification aveugle à l'ombre ou à l'inconscient collectif. Et ce chemin n'est pas construit par des bonds spectaculaires, mais par de petits pas quotidiens inébranlables. Carl Jung croyait qu'au sein de chaque personne se trouve un centre profond qu'il appelait le soi, l'essence authentique. Ce soi est distinct de l'ego, qui n'est qu'un masque, un rôle que nous jouons dans la vie sociale. L'ego aspire au confort, recherche la validation et évite la douleur. En revanche, le soi nous invite dans un voyage plus difficile, celui d'explorer l'obscurité, de se réconcilier avec les parties rejetées de nous-mêmes et de grandir en un individu complet. Le problème est que l'ego ne peut pas atteindre le soi par la simple pensée. Il nécessite une action concrète pour prouver son engagement. Chaque tâche que nous entreprenons quotidiennement, en particulier, celle que nous avons tendance à procrastiner, devient une brique dans le pont menant au soi. Ce qui rend l'action quotidienne si vitale, c'est qu'elle nous force à confronter la vérité que l'ego n'est pas le centre de l'univers. L'ego désire toujours des résultats rapides. Écrire un livre en 1 mois, atteindre un succès éblouissant après quelques semaines d'efforts. Et l'action répétée indépendante de l'inspiration ou des résultats enseigne une autre leçon. La vraie croissance ne se produit que par la patience. C'est un paradoxe fascinant que Jung a souvent souligné. Plus nous nous précipitons pour atteindre le soi, plus nous en éloignons. Ce n'est qu'en acceptant de petits pas progressifs que le soi se révèle progressivement. Une perspective de la psychologie moderne clarifie cela davantage. Des études sur la formation des habitudes montrent que le cerveau ne fait pas beaucoup de distinction entre les petites et les grandes actions. Ce qui compte, c'est la répétition. Lorsque nous répétons constamment une action écrire pendant 10 minutes chaque matin, méditer pendant 5 minutes chaque soir, le cerveau se recable pour faire de cette action une partie de notre identité. C'est ainsi que l'ego cède progressivement la place au soi de j'essaie. De faire ceci à je suis quelqu'un qui fait cela. Ce changement d'identité est une étape dans le processus d'individuation. Carl Jung a introduit le concept du chemin tortueux Sequoia Path, signifiant que nous n'abordons pas le soi en ligne droite, mais en l'encerclant, nous rapprochant par des expériences répétées. L'action quotidienne est une forme de ce chemin tortueux. Nous ne saisons pas immédiatement des vérités profondes, mais chaque petit acte persistant forme un cercle qui réduit la distance au soi. Une personne qui écrit quotidiennement n'écrit pas seulement. Elle encercle son propre centre. Chaque boucle la rapprochant de son moi complet. Considérez l'exemple d'un homme qui vivait autrefois dans le chaos et sans but. Il changeait fréquemment d'emploi, abandonnait des projets et poursuivait des éclairs d'inspiration éphémères. À un moment donné, il s'est retrouvé épuisé et sans direction. En thérapie, on lui a conseillé d'adopter une petite action répétable.
Écrire dans un journal pendant 15 minutes chaque matin. Au début, il pensait que c'était inutile, mais il a vite remarqué qu'à travers ces lignes, son inconscient commençait à faire surface rêves, peurs et souvenirs enfouis. Le journal n'était plus seulement une prise de notes, c'est devenu un rituel, connectant son conscient et son inconscient. À partir de là, il a commencé à mieux se comprendre, osant prendre des décisions alignées avec ses valeurs les plus profondes plutôt que de rechercher la validation externe. C'est une illustration vivante de la façon dont l'action quotidienne ouvre le voyage d'individuation. Dans le contexte de la société moderne où tout est axé sur l'optimisation, le voyage d'individuation peut sembler luxueux, voire déplacé. Mais c'est précisément là que l'action quotidienne devient un acte de rébellion silencieux mais puissant. Lorsque vous choisissez d'écrire pendant 10 minutes, au lieu de faire défiler en ligne, ou de vous concentrer sur une brève méditation au lieu de plonger dans le bruit, vous dites au monde « Je ne vis pas selon le rythme collectif, je vis selon le rythme de moi-même ». C'est une rébellion spirituelle défiant l'inconscient collectif pour affirmer votre individualité unique. Cela conduit à une vérité cruciale. L'action quotidienne n'est pas un fardeau, mais une forme de liberté en restant fidèle à ce qui vous nourrit. Vous n'êtes plus esclave des émotions éphémères ou du bruit environnant. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde pour avancer. Vous n'avez besoin que de loyauté envers vous-même. Et cette loyauté est prouvée non pas dans des moments héroïques, mais dans de petites actions répétées chaque jour même, lorsque personne ne regarde. Carl Jung a déclaré un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Le plus grand don de la vie est de devenir votre vrai moi. Ce chemin n'est pas pavé de tapis rouges, mais d'innombrables pas ordinaires. Chaque jour où vous agissez est un jour où vous vous rapprochez du soi, un jour où vous vous libérez du contrôle de l'ombre et de l'inconscient collectif, un jour où vous construisez la plénitude. Alors regardez en arrière. Si vous attendez un grand événement, un moment explosif pour changer votre vie, vous risquez d'attendre pour toujours. Mais si vous commencez aujourd'hui par une petite action répétable, vous avez déjà commencé le voyage d'individuation, le voyage de retour à vous-même. C'est un chemin long, difficile, parfois solitaire, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Liberté de l'obscurité, de l'identification aveugle et d'une vie vécue à moitié. 4. Lorsque l'action dévient l'expression d'une volonté profonde, il arrive un moment critique où l'action n'est plus seulement une habitude ou une discipline, mais une expression vivante d'une force plus profonde en nous, la volonté intérieure. C'est le moment de la transformation où vous n'agissez plus parce que vous devez le faire, mais comme une affirmation de votre essence, comme la voix naturelle de votre âme. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Jung observait que l'être humain moderne est divisé entre l'ego conscient et le vaste flux de l'inconscient. L'ego est inconstant influencé par les émotions et les circonstances extérieures, mais sous lui réside une autre force, une volonté primale, une puissance que Jung appelait la force vitale intérieure. C'est le désir du soi de se manifester. Par l'action répétée, nous commençons à toucher cette couche où ce que nous faisons n'est plus imposé de l'extérieur, mais une expression naturelle venant de l'intérieur. Imaginez un pianiste qui pratique. Au début, chaque pression de touche est maladroite, nécessitant discipline et rappel. Mais après des milliers d'heures, la musique n'est plus mécanique. Elle s'écoule comme si les mains n'étaient plus guidées par la conscience, mais par une force vitale qui s'exprime à travers elle.
C'est le moment où l'action devient l'expression de la volonté profonde. Le pianiste ne joue pas pour prouver quelque chose ou obtenir de la reconnaissance, mais parce que la musique est la manière dont son âme s'exprime. Ici, je vous invite à faire une pause et à vous demander dans votre vie, y a-t-il eu une action qui vous a donné le sentiment d'être fidèle à vous-même? Il peut s'agir du moment où vous avez pris un stylo pour écrire, où vous avez exprimé une vérité difficile, où vous avez persisté dans une petite habitude. Ces moments, si vous regardez bien, ne sont souvent pas grandioses. Pourtant, ils vous font sentir un courant plus profond au-delà du calcul ou du but. Nous courons souvent après les résultats, mais considérez ceci: combien de petites actions dans votre vie sont simplement une expression naturelle de votre âme. Et si c'est le cas, ne serait-elle pas le langage silencieux de votre volonté profonde qui vous parle? Dans la vie quotidienne, nous pouvons le ressentir aussi. Une personne qui tient un journal ne le fait plus parce que le thérapeute le lui a recommandé, mais parce que ne pas écrire lui donne l'impression de se trahir. Un athlète court non pas pour des médailles, mais parce que chaque pas relie son corps et son esprit à une vitalité intérieure. Un père travaille diligemment, non par pression, mais parce que c'est la manière naturelle d'incarner l'amour et la responsabilité. À ce stade, l'action n'est plus un fardeau, mais un rituel sacré de la volonté. Jung a écrit: là où est votre peur, là se trouve votre tâche. Là où il y a de la peur, là se trouve votre véritable œuvre. Lorsque nous choisissons d'agir quotidiennement face à ce que nous craignons ou évitons, cela cesse progressivement d'être ressenti comme un devoir forcé. Au lieu de cela, nous commençons à sentir un nouveau flux d'énergie, la volonté profonde nous incitant à traverser la peur vers la croissance. C'est à ce moment-là que l'action devient un symbole de courage, n'étant plus définie par les circonstances extérieures. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce stade, nous commençons à distinguer la motivation de la volonté. La motivation est une flamme éphémère, dépendant de l'inspiration ou des conditions extérieures. La volonté profonde, en revanche, est comme un feu souterrain qui brûle régulièrement avec persistance, sans nécessité de carburant extérieur. Lorsque l'action découle de cette volonté, nous ne dépendons plus des bons jours ou des humeurs stables. Nous agissons parce que c'est qui nous choisissons d'être. La psychologie moderne appelle cela des habitudes basées sur l'identité. Lorsque vous dites « je vais essayer d'écrire », c'est un effort. Mais lorsque vous dites « je suis un écrivain », l'écriture fait partie de vous. Jung appellerait cela l'harmonie entre l'ego et le soi. La volonté profonde du soi commence à se manifester par l'action et l'ego devient simplement un outil à son service. C'est là que l'action non seulement bâtit le caractère, mais devient le langage vivant de l'âme. Vous connaissez peu être Viktor Frankl, le psychologue qui a survécu au camp de concentration, qui a raconté que certains prisonniers se maintenaient non pas avec une nourriture abondante, mais avec de petites actions qui les maintenaient connectés au sens. Certains partageaient un maigre morceau de pain, d'autres griffonnaient une ligne de journal sur un bout de papier. Ces actions n'offraient aucun gain matériel, mais étaient des expressions de volonté profonde, la volonté de vivre, de préserver la dignité. Jung dirait que de telles actions nées des profondeurs de l'âme ont le pouvoir de nous libérer de la destruction des circonstances. C'est la transformation ultime lorsque l'action ne consiste plus à accomplir quelque chose, mais à affirmer l'existence. Se réveiller à l'heure, tenir un journal, faire de l'exercice. Il ne s'agit plus de prouver quelque chose au monde, mais de vous rappeler « je suis là, j'ai le contrôle, je vis fidèle à moi-même ». C'est la vraie liberté non liée à l'inspiration, à la reconnaissance ou aux résultats immédiats. 5. L'action et la libération du destin collectif. Mais Jung a averti que ce chemin est difficile, non seulement à cause de l'ombre intérieure, mais aussi à cause d'une obscurité plus subtile, l'inconscient collectif. Cette force invisible pousse les gens à vivre comme la foule, à agir selon l'inertie sociétale, et finalement à accepter un destin qui n'a jamais été le leur. Pour se libérer de cette attraction,
Nous ne pouvons pas simplement penser différemment ou vouloir différemment. Nous avons besoin d'une action concrète et répéter un rituel de rébellion déclarant « Je ne suis plus défini par le collectif, j'écris mon propre destin ». Jung a décrit l'inconscient collectif comme un vaste océan contenant les archétypes, les croyances et les comportements accumulés par l'humanité au fil des millénaires. Dès la naissance, nous sommes jetés dans son courant. Nous apprenons à vivre comme tout le monde, aller à l'école, obtenir un diplôme sécurisé, un emploi stable, acheter une maison, fonder une famille, attendre la retraite. Ce chemin semble raisonnable, mais en vérité, c'est un scénario collectif. La plus grande tragédie est que beaucoup vivent leur vie entière dans ce scénario sans jamais demander que veux-je vraiment? Qui suis-je réellement? Regardez autour de vous combien de personnes sont bloquées dans des emplois qu'elles détestent, parce que c'est sûr. Combien restent dans des relations superficielles parce que c'est ce que tout le monde fait? Combien répriment leurs désirs créatifs parce que ce n'est pas pratique? Ces choix ne viennent pas du soi, mais du pouvoir du collectif. Jung croyait que sans action pour se libérer, nous vivons dans un destin collectif une vie non choisie, mais copiée. Ce qui fait de l'action la seule solution, c'est que les pensées seules ne peuvent briser ces chaînes. Vous pouvez penser 1000 fois « je veux vivre différemment ». Mais si vous continuez à marcher sur le même vieux tapis roulant chaque jour, vous restez une partie du collectif. Inversement, une seule action persistante peut commencer à tracer un nouveau chemin. Quelqu'un qui commence à écrire quotidiennement, une femme qui consacre 30 minutes à l'apprentissage d'un instrument. Un jeune qui ose lancer un projet personnel imparfait. Ces actions peuvent sembler petites, mais ce sont des déclarations d'indépendance vis-à-vis du destin collectif. Un jeune ingénieur travaillant dans une grande entreprise technologique a partagé son histoire avec notre chaîne. Il avait un bon revenu, mais se sentait étouffé par un travail dépourvu de sens. Sa famille et ses amis lui conseillaient de tenir encore quelques années d'économiser puis de voir. C'était la voie du collectif. Mais au lieu d'attendre, il a décidé de consacrer 2 heures chaque soir au développement de sa propre application, un projet auquel personne ne croyait. Après 2 ans, l'application est devenue une plateforme utilisée par beaucoup et il a quitté son emploi. Le point n'est pas son succès, mais son audace d'agir contre le scénario collectif. Jung appellerait cela le moment où une personne réécrit son destin. Jung soutenait cette vision. Le concept de conformité montre que les gens imitent le comportement de la foule pour éviter l'exclusion. Mais la recherche révèle également que lorsqu'une personne ose agir différemment d'autres, se sentent libérés et commencent à envisager leurs propres choix. Cela signifie que l'action individuelle non seulement se libère soi-même, mais crée un effet d'entraînement déclenchant un effet de libération pour ceux qui l'entourent. Regardez l'art. Des peintres comme Van Gogh et des musiciens comme Beethoven n'ont pas suivi le scénario collectif. Van Gogh a vendu moins de 2 tableaux de son vivant. Pourtant, il peignait quotidiennement comme s'il était poussé par un commandement intérieur. Jung dirait que cette action persistante l'a libéré du destin collectif d'un fermier ordinaire du XIXe siècle. Il a affirmé son soi par l'action créatrice et c'est pourquoi son œuvre perdure jusqu'à l'ère moderne. Mais vous n'avez pas besoin d'être un génie artistique pour sortir du destin collectif. Quelqu'un qui choisit une vie simple plutôt que la compétition matérielle, qui rejette un emploi stable pour poursuivre une passion, qui ose écrire, chanter ou commencer quelque chose de petit, est en train de briser les chaînes. La clé est toujours l'action, pas les promesses. Jung a souligné que le chemin de l'individuation ne peut être donné. Personne ne peut vivre votre vie à votre place, ni personne ne peut vous accorder la plénitude. Vous devez le parcourir par vos propres actions. Chaque action est une coupure vous séparant du corps collectif, vous permettant de vous tenir seul en tant qu'individu. C'est la vraie libération. Si vous avez fait ce voyage avec moi jusqu'à présent, merci, car ce chemin n'est pas facile. Mais ce n'est pas la fin.
Un chemin plus profond se profile, où Jung nous montre à quoi ressemble la vraie liberté intérieure. Restez jusqu'à la fin, car ce qui vient complétera le puzzle. 6. L'action quotidienne comme expression de la liberté intérieure. C'est une liberté que personne ne peut vous accorder, ni personne ne peut vous enlever, car elle ne dépend pas des circonstances, mais est prouvée dans la manière dont vous vous conduisez dans la vie. Jung a souligné que l'illusion de la liberté comme faire tout ce que l'on veut n'est que le caprice de l'ego. La vraie liberté émerge lorsque vous avez la capacité de faire ce que vous avez choisi, même lorsque vos émotions s'y opposent. Un esclave des émotions peut penser qu'il est libre, mais il est contrôlé par ses humeurs. La personne vraiment libre reste engagée envers son soi, peu importe à quel point elle se sent ennuyée, fatiguée ou anxieuse un jour donné. Et l'action quotidienne est la preuve la plus concrète de ce genre de liberté. Imaginez deux personnes qui veulent toutes deux écrire un livre. La première n'écrit que lorsqu'elle est inspirée, lorsqu'elle se sent dans la bonne ambiance. Elle passe des semaines, voire des mois, à attendre cette étincelle. La seconde s'assit chaque jour pour écrire, même si ce ne sont que quelques lignes maladroites. Après un an, la première attend toujours l'inspiration tandis que la seconde a un brouillon complet. Qui est le plus libre? Celui qui attend les émotions est asservi par ses humeurs. Celui qui agit de manière cohérente est le véritablement libre, non lié par les fluctuations de son état intérieur. Jung a dit que lorsque vous n'agissez pas, vous laissez l'inconscient mener. Et c'est une douce forme d'esclavage. Vous pensez que vous choisissez, mais vous ne faites que réagir. En revanche, lorsque vous agissez de manière cohérente, vous amenez une partie de l'inconscient à la lumière, le transformant en conscience. Chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, vous déclarez « C'est moi qui contrôle pas mes émotions ni mes circonstances ». C'est la liberté intérieure. La liberté intérieure est comme diriger un bateau en pleine mer. Les vagues, les tempêtes et la pluie. Ce sont les émotions, les conditions extérieures, le collectif. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez tenir la barre. Et cette barre est forgée par d'innombrables petits ajustements chaque jour. Considérez les grandes figures de l'histoire. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a continué à étudier, écrire et interagir avec ses compagnons de prison. Sa liberté externe a été volée, mais il a préservé complètement sa liberté intérieure. Viktor Frankl, dans un camp de concentration, choisissait des actions quotidiennes, écoutant ses compagnons de prison, partageant l'espoir, notant des idées. Ces actions étaient une proclamation. Vous pouvez mettre mon corps en cage, mais vous ne pouvez pas toucher ma liberté intérieure. Sur le plan personnel, chacun de nous peut pratiquer cela. Un étudiant étudie quotidiennement sans y être forcé. Une mère lit à son enfant chaque nuit malgré l'épuisement. Un employé perfectionne ses compétences après le travail au lieu de se plaindre. Ces actions non seulement améliorent la vie, mais sont des expressions de la liberté intérieure. Ils ne vivent plus comme des victimes des circonstances, mais comme des créateurs de leur vie de l'intérieur. Ce qui est remarquable, c'est que la liberté intérieure n'est jamais accordée en un seul moment glorieux. Elle est forgée dans de petits choix répétitifs, parfois banals. Jung a déclaré un jour « Il n'y a pas d'éveil spirituel qui ne passe par la discipline quotidienne. Ceux qui cherchent la liberté mais attendent l'inspiration seront à jamais esclaves de leurs émotions. Ceux qui agissent de manière cohérente chaque jour, même en silence, sont en train d'écrire leur propre certificat de liberté. Cette liberté est silencieuse, modeste, mais durable. Elle est comme les racines d'un arbre invisible, mais qui maintiennent l'arbre debout face aux tempêtes. Chaque petite action que vous entreprenez avec persistance est une racine qui s'enfonce profondément dans la terre, vous connectant à une force intérieure invisible. Lorsque les tempêtes arrivent, vous n'avez pas besoin de vous battre désespérément, car vous avez les racines de la liberté intérieure. En fin de compte, il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, mais de reconnaître le véritable ordre de la vie intérieure. L'action façonne la motivation et non l'inverse.
Selon Jung, chaque pas est un signal envoyé aux profondeurs de l'inconscient où l'ombre cesse sa manipulation une fois que la volonté parle. C'est aussi la manière dont le conscient et l'inconscient se rencontrent dans un nouvel ordre. Lorsque l'action devient un rythme naturel, ce n'est plus une discipline rigide, mais le langage du soi. Ici, une personne se libère du scénario collectif, se retire de l'inertie de la foule et se tient seule dans sa forme authentique. La vraie liberté n'est pas de suivre des émotions passagères, mais la capacité de rester fidèle à ce que vous avez choisi malgré les couleurs changeantes de votre monde intérieur ou les vents changeants du monde extérieur. Ainsi, la différence entre une vie menée par d'autres et une vie guidée